6 juin, un exercice sur la modélisation optique d'un microscope. Faites-le, vous avez la correction juste après. On me demande de calculer f'1 et f'2. Donc dans ce cas-là, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. On vous donne les vergences des lentilles et on vous donne C1 égale à 250 dioptries. Le symbole delta minuscule, ça veut dire dioptrie. C2 égale à 40 dioptries. Donc sachez d'abord que la définition de la vergence, ça se note C égale 1 sur f' dans le cas général, ou bien si vous cherchez à écrire f' comme étant OF', c'est juste aussi. Donc voilà, vous avez la définition de la vergence. Attention aux unités, donc C c'est en dioptrie. Le symbole c'est delta minuscule. F', c'est en mètres comme OF'. Voilà les unités, donc faites très attention que lorsqu'on vous donne C en dioptrie comme dans ce cas-là, eh ben, la distance focale sera automatiquement en mètres. Et après, libre à vous de convertir en millimètres, en centimètres, une fois le calcul fait. Ça, c'est la définition générale. Qu'est-ce qu'elle représente, la vergence? Ben, la vergence, en fait, c'est comme le mot convergence. Vous voyez, convergence. Donc, la lentille qui va converger le plus, ben, il a la vergence la plus grande. Donc, vous voyez, je vais prendre un exemple ici de 2 lentilles comme ça. Donc, vous voyez que si les rayons arrivent comme ça, et se rencontrent ici, par exemple, en ce point, où je prends une autre lentille, par exemple, je prends que 2 rayons là, et se rencontrent plus loin, comme ça. Donc, vous voyez que la vergence de cette lentille-là est plus grande que celle-là. Donc, la vergence ici est supérieure. Je peux marquer C supérieur à C'. C', c'est ici, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vergence, hein? Je vous ai expliqué que la vergence, bon, ça vient de convergence, et la lentille qui converge le plus, c'est la lentille qui a la vergence la plus grande. Si je prends par exemple le verre des fenêtres, par exemple, un verre normal, vous voyez? Donc, si le rayon rencontre le verre comme ça, ben, il va continuer comme ça tout droit. Donc, vous voyez que la vergence ici est pratiquement nulle. Un C ici est pratiquement nul. Ça veut dire qu'il n'y a aucune convergence. Ça veut dire que les rayons ne se rencontrent pas, vous voyez? Hein? Donc, voilà ce que représente la vergence. Et juste pour finir avec la définition, parce que corriger l'exercice, ça n'est pas donner juste les valeurs des questions et les résultats des calculs, mais comprendre aussi chaque terme, chaque mot, chaque calcul, chaque définition. Donc en fait, la vergence, si je résume maintenant la vergence, c'est tout simplement la puissance d'une lentille, vous voyez?
Donc vous voyez que la puissance d'une lentille a pour unité les dioptries. Or, en mécanique, en électricité et dans d'autres matières de la physique, la puissance, vous avez appris que l'unité, c'est le watt. Donc voici la définition de la vergence. Donc on peut retenir que la vergence, c'est la puissance d'une lentille. Vous voyez, c'est sa puissance à converger les rayons lumineux. Vous voyez que cette lentille ici, elle est plus puissante que celle-là. Vous voyez, parce qu'elle converge davantage les rayons lumineux. Donc maintenant, je reviens à l'exercice. Bien, je reviens à l'exercice maintenant pour calculer les distances focales, c'est-à-dire la distance focale de l'objectif f'1, connaissant sa vergence C1. Donc j'écris en appliquant la définition donnée précédemment, 1 sur f'1. Donc f'1 que je cherche, c'est 1 sur C1. Application numérique, f'1 égale à 1 sur 250. Bon, si vous calculez ça, vous allez trouver 4,0010 moins 3 mètres. Donc, vous voyez que je trouve la distance focale en mètres. Après, je peux le convertir en millimètres, par exemple, comme dans ce cas-là, là. Donc millimètres, ou bien en centimètres, ou bien le laisser en mètres tout simplement. Tout dépend des calculs futurs que vous allez faire après. Est-ce que ça nécessite des conversions ou pas de conversion? Bon, maintenant, pour l'oculaire, C2 égale à 1 sur f'2. Donc, f'2 égale à 1 sur C2. Application numérique dans ce cas-là. Donc, f'2 égale à 1 sur 40. Et tout calcul fait, j'obtiens 2,5 10 moins 2 mètres, que je peux convertir ici en centimètres. Ça n'est pas nécessaire, mais on peut le faire. Donc sachez, voilà les deux distances focales de l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Et ici, c'est l'oculaire. Donc, retenez que pour un microscope optique, f'1 est toujours inférieur à f'2. Donc, dans un microscope réel, f'1 est de l'ordre du millimètre et f'2 de l'ordre du centimètre à peu près. Donc vous voyez que là, on trouve 2 centimètres. Donc, dans un microscope, c'est bon à savoir, dans un microscope optique, f'1, c'est-à-dire la distance focale de l'objectif, est toujours inférieure à f'2, à la distance focale de l'oculaire. Et sachez qu'en général, dans un microscope réel, f'1 est de l'ordre du millimètre, c'est-à-dire quelques millimètres, d'accord? Et f'2, est de l'ordre du centimètre, c'est-à-dire quelques centimètres. Bon, ça, c'est dans le cas général. Donc, c'est bon à savoir. Comme ça, si un jour vous calculez les distances focales et que vous trouvez l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous voyez que là, j'ai trouvé à peu près 4 mm. On est dans l'ordre des millimètres. Et là, je trouve 2,5 cm. Donc, pour la question 3.1.2, on vous donne
la taille de l'objet, hein. On vous dit que c'est une spore de champignon, hein, qui vaut 2 micromètres, d'après le sujet. Voilà. Et on vous demande de faire un schéma pour calculer alpha à une distance dm égale à 25 cm. Donc, d'abord, on va comprendre ce que c'est que alpha et ce que c'est que dm avant de faire le schéma. Alpha, ça s'appelle le diamètre apparent. C'est un diamètre apparent. En fait, c'est l'angle sur lequel, donc c'est l'angle sur lequel on observe l'objet AB à l'œil nu. AB à l'œil nu, ça veut dire vous regardez directement l'objet sans mettre d'instrument optique entre l'objet et votre œil, à l'œil nu. Bon, ça c'est... dm maintenant, ça s'appelle la distance minimale pour une vision distincte, ou bien je mets entre parenthèses nette, avec accommodation. Donc ça veut dire quoi ça, hein? Si vous avez travaillé un petit peu sur l'œil, avec accommodation. Si vous avez travaillé un peu sur l'œil, hein, vous avez appris que l'œil, pour la vision, dans le cas général, il y a un point qu'on appelle PP, un point qu'on appelle PR. Bon, ça vient du latin, ça veut dire punctum, proximum. Et là, c'est punctum, remotum. Donc, alors, ça signifie quoi le PP et le PR? Ça vient du latin, hein. Proximum, ça veut dire proche, vous voyez, proche de l'œil. Remotum, ça veut dire à l'infini. Donc là, on est à l'infini par rapport à l'œil, hein. L'infini par rapport à l'œil, c'est quelques mètres, hein. Donc ici, dans cette zone-là, de l'œil à PP, vision floue, quelle que soit l'accommodation, il est toujours flou dans cette zone-là. Donc voilà, dans cette zone, la vision est toujours floue. Ici, la vision nette, avec accommodation, J'écris ça comme ça. Accommodation, c'est marqué ici, hein, d'accord? Ici. Ça veut dire que vous allez accommoder, ça veut dire que votre œil va travailler pour arriver à voir net un objet qui se trouve quelque part devant l'œil. Voyez? Au-delà de PR, vision nette, sans accommodation, vous voyez? Sans accommodation. Donc la zone qui est là, c'est la meilleure zone pour l'œil. C'est là où l'œil ne se fatigue pas et observe sans fatigue les objets. Donc tous les objets qui sont un peu loin de l'œil, on les voit sans accommoder et donc sans se fatiguer les yeux. Hein, je parle pour un œil normal qui n'a pas d'anomalie. Si l'œil a une anomalie, par exemple la myopie, l'hypermétropie, etc., il y aura toujours le PP et le PR, sauf leur position n'est pas identique
un œil normal, si vous voulez, sans défaut, un œil sans défaut. Bien, alors pourquoi je vous ai rappelé tout ça? Ça, c'est bon à savoir parce que l'œil a trois compartiments. Le premier, vision floue, quelle que soit l'accommodation. Vision nette avec accommodation, après le PP. Et enfin, vision nette sans accommodation. Donc, sachez que la distance entre l'œil et le PP varie. Vous voyez, cette distance-là, hein, je vais marquer ici D. Cette distance-là varie en fonction de l'âge de l'individu, si vous voulez, voyez. Donc, pour des jeunes, par exemple, ça peut être une dizaine de centimètres, par exemple. Vous voyez la distance ici. Et plus on vieillit, plus cette distance augmente. Vous voyez le PP, vous voyez là, le recul de l'œil, vous voyez. Et donc, la vision reste toujours floue, ici, quelle que soit l'accommodation, et c'est pour cela que quand on arrive par exemple à la quarantaine, le PP s'éloigne de l'œil et par conséquent on commence à voir un petit peu flou les choses qui sont à 40, 50 cm, quelque chose comme ça. Et après, on va chez l'ophtalmo pour porter des lunettes pour la lecture de près, vous voyez. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez quelqu'un de votre famille, par exemple, commencer à lire le journal et pour le voir net, vous voyez qu'il l'éloigne un peu de ses yeux, c'est que son PP, bien sûr, a reculé devant. Vous voyez, il a augmenté. Vous voyez, la distance qui correspond à PP, c'est-à-dire la distance entre le PP et l'œil, augmente. Et donc, pour voir net, il l'éloigne pour que l'accommodation marche et pour que la vision soit nette. Donc, pour résumer, le D qu'il a varie avec l'âge, hein, et dans tous les exercices concernant le microscope, on le prend égal à 25 cm. Vous voyez, cette distance-là, en fait, c'est cette distance D ici. Vous voyez, regardez, c'est la distance minimale, là, distance minimale pour une vision nette avec accommodation. Donc, ici, la vision est nette avec accommodation. Jusque-là, donc, c'est la distance minimale, vous voyez, de là à là. En dessous, ça y est, la vision est floue, quelle que soit l'accommodation. Donc, voilà l'explication de ce DN qui est là. Donc, pour ceux qui ont fait un petit travail sur l'œil, bon, ils ont dû travailler sur ça. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, voilà, je vous donne juste ces petites choses-là qui peuvent vous aider. Et si vous voulez vérifier le PP pour vous actuellement, hein, prenez un stylo ou prenez quelque chose où il y a un mot, hein, un stylo, où il y a de l'écriture si vous voulez, et rapprochez-le de votre œil et accommodez à chaque fois. Et vous allez voir que à un moment donné, la vision restera floue, quelle que soit votre accommodation. Faites-le, prenez un objet où il y a un texte, où il y a de l'écriture, et rapprochez cet objet de votre œil petit à petit, vous voyez? Et donc, vous allez trouver votre PP à vous. D'accord? Soit 10 cm, 9, 15, 20 cm, ça dépend. Je parle pour un œil sans défaut. Avec le défaut, les PP, les PR changent de place, mais je ne vais pas m'étaler sur le problème ici. On le fera peut-être dans une autre leçon, peut-être. Voilà, donc je reviens à l'exercice maintenant. Donc voici le schéma qu'on vous demande. Donc j'ai placé l'objet AB. J'ai placé l'œil à une distance de 25 cm de l'objet. Donc l'œil observe cet objet, c'est-à-dire AB, avec un diamètre apparent égal à alpha. Et on vous demande de calculer alpha. Voilà, quelle est la valeur de alpha? Donc sachez que juste là, hein, si vous tracez un axe ici, le PP se trouve à ce niveau-là, vous voyez? C'est ici le PP, hein, pour cet œil-là. Donc,
Vous voyez qu'on prend 25 cm pour le DM parce que c'est une valeur moyenne hein, pour une vision nette sans accommodation. Sachez que les jeunes, ils ont un DM vers les 10 cm par là, ça dépend de l'âge. Et les personnes âgées, cette distance, elle est un peu plus grande. Donc on prend une valeur moyenne qui est égale à 25 cm et qu'on vous donne à chaque fois dans le cas du microscope. Voilà. Sachez que plein de paramètres du microscope hein, sont établis avec cette distance dm qui est égale à 25 cm. Voyez. Donc bien, pour calculer alpha, sachez qu'il suffit d'appliquer une fonction trigonométrique qui est la tangente, hein, tangente alpha, qui est égale à peu près à alpha. Ça, il faut le savoir absolument. Cette approximation n'est valable que si alpha est exprimé en radians et très faible. Donc si alpha est exprimé en radians et très faible, ben, tangente alpha, c'est à peu près égal à alpha. Avec votre calculatrice, réglez-la sur les radians et calculez tangente de 0,1. Vous allez trouver à peu près 0,1. Vous voyez 0,1 radian. Et si vous réglez la calculatrice sur les degrés et que vous calculez tangente de 0,1, vous allez trouver ici une valeur complètement différente. Donc cette approximation, c'est à bien noter et sachez qu'il s'applique sur cette condition-là. Donc, application numérique pour mon problème, hein, tangente alpha à peu près alpha, et sachez que la définition de la tangente côté opposé sur côté adjacent, hein, côté opposé sur côté adjacent. Ça, c'est l'hypoténuse hein, qui marche pour le cosinus, pour le sinus. D'accord? Donc, c'est AB divisé par dm. Bon, je remplace maintenant par les valeurs. J'ai 2 micromètres, je convertis en mètres. 25 cm en mètres. Et ça me donne une valeur à peu près égale à 8, 10 moins 6 radians. Donc vous voyez que l'angle est très très faible. Vous voyez, il est très très faible. C'est pour cela qu'on a appliqué la condition qui est là. Juste une petite remarque. Donc vous avez le calcul de cette fraction. Faites très très attention. Hein. Même unité pour les deux grandeurs qui sont là. Hein. Je vais l'écrire en rouge. Même unité. Sinon, même... Voilà. Donc, soit vous les prenez en mètres, soit en centimètres, soit en millimètres. On trouvera toujours le même résultat ici. Donc là, je les ai prises, c'est-à-dire ces deux distances, je les ai prises en mètres. Vous voyez, c'est plus facile pour moi. Un micromètre, c'est 10 moins 6, un centimètre, 10 moins 2. Et puis après, vous calculez. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de revenir à l'unité de base que de convertir, par exemple... on peut convertir les micromètres en centimètres. Vous voyez, regardez ici, hein, ça donnera 2, 10 moins 4. Pourquoi? Parce qu'un mètre, c'est 10 puissance 2 cm. 10 moins 6 fois 10 puissance 2, ça donne 10 moins 4. Donc si vous aviez en centimètres, 2 10 moins 4 divisé par 25. Par 25 10 moins 2. Et on doit trouver le même résultat. Donc voilà pour la question 3.1.2. Sachez que à chaque fois que je vous explique une question, hein, bon, ça, voilà pour la question 3.1.2. Sachez que pour répondre à une question, j'essaie d'expliquer un petit peu tout ce qui est autour de la question.
et ne pas chercher uniquement la solution du calcul ou bien le résultat de la question. Vous voyez comme ici, j'aurais pu le faire rapidement si vous voulez, mais c'est bien de comprendre un petit peu les règles, un peu les méthodes, un peu les conditions d'approximation, ce qu'on doit utiliser. C'est ça qui est intéressant et c'est ça ce que vous devez retenir, c'est-à-dire la méthodologie. Après, les résultats, etc., ils varient, vous voyez, d'un exercice à l'autre. Bien, maintenant nous passons à la question 2.1. Donc, microscope modélisé. Donc, ici, on va modéliser le microscope par des lentilles convergentes. Vous avez un schéma à la fin du sujet. Donc, sachez que les sens positifs sont indiqués sur le graphique. Hein, vous avez une légende pour le sens positif. Si par hasard le sens positif n'est pas donné, ben, sachez que le sens vertical vers le haut, on le prend en général le sens positif hein, pour la taille de l'objet et de l'image. Et horizontalement, c'est le sens de la lumière qu'on prend comme sens positif. Donc la lumière ici, puisque l'objet il est à gauche, la lumière va de gauche à droite. Donc le sens positif ici, c'est le sens qui est dirigé vers la droite, comme indiqué ici sur la légende. Bon, ça c'est dans le cas où on ne vous donne pas les sens positifs. Là, ils sont donnés. Donc la question c'est construire l'image A1B1 de l'objet AB à travers l'objectif. Donc sachez que normalement vous avez trois rayons particuliers que vous pouvez tracer, mais deux suffisent. Donc je rappelle les rayons particuliers. Donc c'est le rayon, il est parallèle à l'axe optique principal, ici. Il sort de la lentille en passant par f'1. Donc vous voyez que là, f'1 n'est pas indiqué. Donc soit vous prenez la règle et vous reportez la même distance que celle-là. Vous voyez, la distance qui est là, vous la reportez là et on aura f'1. Hein. Soit vous tracez un rayon qui passe par f'1 et dans ce cas, il sort parallèle à l'axe optique principal. Et le dernier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique de l'objectif et celui-là, il n'est pas dévié. Vous voyez, il va aller tout droit. Donc ici, parmi les trois rayons que je viens de citer, étant donné que j'ai déjà F1 représenté, j'ai O1, donc je vais exploiter ces deux points pour tracer les deux rayons qu'il me faut pour tracer l'image. Donc d'abord, je vais tracer celui qui passe par le centre optique de l'objectif. Il n'est pas dévié, donc voilà. Voilà le premier rayon. Il y a toujours des flèches pour montrer le sens de la lumière. Bon, maintenant, celui qui passe par F1, voilà, je le trace. Et donc, il va sortir parallèle à l'axe optique principal. Voilà. Donc, une flèche ici, une là. Et donc, ici, se trouve l'image de A1, B1. Donc là, c'est B1. Pourquoi B1? C'est parce que vous voyez que ces deux rayons qui se rencontrent là partent de B. Donc là, c'est B1. Et maintenant, pour trouver A1, il suffit de prendre la perpendiculaire à l'axe. Hein, si vous avez une équerre, c'est encore mieux. Sinon, ben, il faut... Voilà. Donc là, c'est A1. C'est A1, B1 qu'on vous demande de tracer. Voilà, je vous ai rappelé les règles hein, pour tracer l'image. Et puis, j'ai utilisé F1 et O1.
Bien, maintenant, la question 2.2. Où l'image A1-B1 doit-elle se trouver pour l'oculaire, si l'on veut que l'image définitive soit à l'infini? Donc vous voyez que pour la question 2.2, hein, je vais la faire ici, 2.2, A1-B1 doit se trouver dans le plan focal objet de l'oculaire. Voilà. Et il y en a qui répondent à la question en disant que A1-B1 doit être sur le foyer principal objet de l'oculaire, mais se trouver dans le plan focal objet de l'oculaire, ça reste général et c'est intéressant d'écrire, de donner cette réponse-là. Donc, il doit être dans le plan focal objet de l'oculaire. Donc, ici, là, je vais le mettre au-dessus de A1, c'est F2. Donc, sachez que F2 au 1 sont confondus, ici au point A1. Voilà la réponse à la question 2.2. Bon, la réponse à la question 2.3 maintenant. Représenter l'oculaire sans souci d'échelle. Donc on va le faire ici, hein, quelque part là. Sachez que la distance focale de l'objectif, c'est de là à là, donc c'est à peu près là. Hein. Par conséquent, la distance focale de l'oculaire doit être plus grande que celle de l'objectif. Donc je prends une distance, bon, à peu près, bon, donc je vais prendre jusqu'à 5. Voilà, je prends une distance focale quelconque, hein, de l'oculaire, plus grande que celle de l'objectif, puisque dans un microscope c'est le cas. Et je trace l'oculaire. Sachez que la longueur de la lentille n'a pas beaucoup d'importance. Hein, il faut qu'il soit assez grand pour que les rayons rencontrent la lentille. Donc voilà pour l'oculaire. Donc le centre optique de l'oculaire, c'est O2. O2. Sachez que la distance focale, c'est de F2 jusqu'à O2. Donc ici, de O2 jusqu'à ce point. Donc c'est F'2. Bien, maintenant, pour la question 2.4, hein, je rappelle que la question 2.2, normalement, il fallait placer A1, B1 dans le plan focal objet de l'oculaire. Hein. 2.3, on a représenté l'oculaire ici. Hein, je vais marquer L2. Voilà. Et la question 2.4, on me demande de trouver l'image de l'objet A1-B1 à travers l'oculaire. Donc sachez que A1-B1, parfois la question se pose, c'est l'image de AB par l'objectif et c'est l'objet pour l'oculaire. Donc il joue deux rôles. Il joue d'abord le rôle de l'image de AB par l'objectif et le rôle de l'objet pour l'oculaire. Donc ça,
C'est une question qui se pose très très souvent et je vais vous la rappeler ici. Donc, vous voyez, regardez, GAB, ça c'est l'objet. À travers L1, GA1B1. Et A1B1, à travers L2, je vais avoir A2B2. Donc vous voyez que A1B1, c'est l'image de AB par l'objectif et elle sert d'objet pour l'oculaire. Voilà. Sachez aussi que parfois on vous demande quelles sont les caractéristiques de A1B1 ici. Donc c'est une image réelle, elle est réelle, renversée, vous voyez. A2B2 va être une image virtuelle. Elle est renversée par rapport à l'objet AB. Donc, et droite par rapport à A1B1. Donc, comme on travaille toujours par rapport à l'objet, je vais marquer virtuel. Droite, ça veut dire qu'il a le droite par rapport à A1B1 et renversée par rapport à AB. Mais sachez que c'est toujours par rapport à AB hein, qu'on cherche l'image définitive. Ça s'appelle l'image définitive, vous voyez? Donc après ces petits rappels, on va tracer. Donc pour tracer l'image de A1B1, sachez que c'est intéressant de commencer par tracer toujours le rayon qui passe par O2. C'est un rayon qui n'est pas dévié, donc voilà, qui va aller tout droit comme ça. Voilà. Et admettons, si je prends ce rayon qui arrive du point B jusqu'à la lentille, comme ça jusqu'à la lentille, ben, il va sortir parallèle au premier, et il va sortir en passant par F'2. Vous voyez, regardez, par F'2, et il est parallèle à celui qui passe par O2. Si j'avais pris ce rayon aussi, le rayon qui passe par O1 et qui arrive jusqu'à la lentille ici, là, comme ça, et bien ce rayon va sortir aussi parallèle aux deux premiers, vous voyez. Donc tous les rayons qui passent ou qui partent de B1 sortent de l'oculaire parallèle entre eux. Voilà. Et donc, quelle est l'image définitive maintenant? Ben, il suffit de prolonger ces deux rayons, ou ces trois, hein, comme ça. Et notez que B2 se trouve à l'infini, comme ça. Je peux prendre ce rayon aussi, hein, donc voilà, je vais prendre que ces deux, et donc B2 se trouve à l'infini. Donc voilà comment on trace l'image définitive donnée par un microscope. Donc sachez que là, hein, j'ai représenté l'objectif, l'oculaire, la distance focale de l'objectif, elle est donnée dans le texte, donc il suffit juste de prendre la valeur ici et de la représenter. Or, on m'a déjà imposé cette distance qui est là, O1, F1, ben, il suffit de reprendre ça à droite pour trouver F'1. Mais pour l'instant, ça n'est pas nécessaire, vous voyez. Donc voilà, on a répondu à la question 2, 4. Entre-temps, je vous ai rappelé quelques règles concernant le microscope. Bien, sur le schéma qu'on vient de faire, on me demande aussi de placer le alpha prime sur le schéma qu'on vient
de réaliser. Sachez que le alpha prime, c'est l'angle qui se trouve ici. Donc ça, c'est alpha prime. On le retrouve là aussi. On le retrouve là aussi, etc. Mais c'est cette position qui est la plus intéressante. Donc voilà, retenez que alpha prime pour un microscope se trouve ici, hein, entre l'axe optique principal de l'oculaire et le rayon qui passe par le centre optique de l'oculaire et qui partent de B1. Donc on en aura besoin par la suite, hein, dans l'exercice. Bien, nous passons maintenant à la question 3.1. Bon, la question 3.1, on me demande la distance entre l'objectif et l'image A1-B1. Bon, la distance entre l'objectif et l'image A1-B1, c'est O1-A1. Et si vous regardez le schéma, c'est O1 F'1 plus F'1 F2. Pourquoi F'1 F2? Car A1 est confondu avec F'2. Donc, je peux noter O1 F'1 plus F'1 A1 aussi. Donc, application numérique. Bon, cette question n'est pas très compliquée si ce n'est additionner deux distances. Donc, application numérique, O1 A1 égale 0,4 cm. Vous voyez, on a trouvé 4 mm, donc 0,4 cm plus 16 cm de l'intervalle optique. Donc ça me donne 16,4 cm. Donc O1A1 égale à 16,4 cm. Une chose importante, c'est l'intervalle optique. Vous voyez, j'en ai pas parlé. Intervalle optique, c'est toujours la distance qui sépare le foyer principal image de l'objectif du foyer principal objet de l'oculaire. Donc c'est la distance F'1, F2 et on l'appelle delta. Et dans ce cas-là, elle vaut 16 cm. C'est donné dans le sujet. Faites très attention à delta. Pourquoi? Parce que parfois, on vous donne la distance O1, O2. Vous voyez la distance entre les deux lentilles, objectif oculaire. Il y en a plein qui prennent cette distance comme étant égale à delta. Donc ça, c'est faux. Faites attention à ce piège-là. Donc, en fait, il faut soustraire. Delta va être la distance O1, O2, si vous voulez, moins O1, F'1, d'accord? Et moins O2, F'2. En fait, la distance moins les deux distances focales. Et là, vous trouvez delta. Donc faites attention à ça parce que c'est un piège qui revient très souvent. Bon, maintenant la question 3.2. On vient de trouver que O1 A1 égale à 16,4 cm. Donc maintenant, on vous demande où se trouve l'objet si cette image intermédiaire, sachez qu'on l'appelle l'image intermédiaire, ça veut dire qu'elle n'est pas définitive,
c'est l'image intermédiaire qui se trouve à 16,4 cm de l'objectif, où se trouve donc l'objet AB. Et pour cela, c'est O1A qu'il faut calculer. Donc j'applique la formule générale, je vais l'écrire ici, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur F'. Donc sachez que ça c'est la formule générale, et il y en a plein qui parfois ont des difficultés à l'appliquer sur un problème particulier tel que celui-là. Bon, je vais vous donner ici juste une petite méthode de correspondance. Hein, vous pouvez noter K général, hein, et K particulier, ça veut dire le cas qu'on est en train de faire. Donc sachez que dans le cas général, le centre optique de la lentille c'est O, mais dans notre cas ici c'est O1. Vous voyez, pour l'objectif, on l'a noté O1, vous voyez sur le schéma. Pour l'image A', dans le cas général, mais pour nous c'est A1. Pour A, ça reste A, donc ça ne change pas. F', c'est F'1. Donc vous voyez, vous remplacez et puis vous trouvez la relation qui s'applique dans notre cas. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A égale à 1 sur F'1. Donc voilà la relation, il est bien écrite. Hein, sachez toujours, le premier terme, toujours, c'est l'image. Ça concerne l'image. Hein. Ça concerne l'image. Et ça concerne l'objet. Vous voyez, et ça, c'est la distance focale ou bien la dioptrie. Vous voyez, dans certains livres, 1 sur F', il le note avec grand C ou C, qui représente la vergence. Hein, et dans ce cas-là, il faut faire attention aux unités. Si la vergence elle est donnée en dioptrie, ben, les distances qui sont là, il faut les mettre en mètres. Voyez. Or, si vous écrivez la relation comme ça, ben, vous pouvez prendre tout en centimètres ou tout en mètres. C'est la même unité qu'il faut prendre pour toutes les grandeurs qui sont là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? C'est O1A. Bon, là, je vais vous écrire la relation qu'on vient de trouver, à savoir 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A égale à 1 sur F'1. Donc maintenant, je connais O1A1, on a trouvé 16,4 cm. F'1, c'est 0,4 cm. Et je calcule pour trouver O1A. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde l'inconnu à gauche. Donc, c'est moins 1 sur O1A égale à 1 sur F'1 moins 1 sur O1A1. Maintenant, le moins qui est là, je le mets au membre de droite et ça me donne 1 sur O1A égale à 1 sur O1A1 moins 1 sur F'1. Donc là, il suffit de remplacer par les valeurs qui sont indiquées en haut. Voilà. C'est 1 sur 16,4 moins 1 sur 0,4. Donc vous voyez que là, les méthodes de calcul sont nombreuses. Soit vous calculez ça moins ça,
et ensuite vous inversez le résultat, vous trouvez O1A. Il n'y a que ça à faire. Soit sur la calculatrice, vous voyez, j'inverse ça et ça. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner quelque chose comme ça. Vous voyez, 1 sur O1A, comme ça, moins 1, égale à tout ce qui est là, moins 1. Mais je vous conseille de mettre les parenthèses à l'intérieur, comme ça. 0,4, comme ça. Donc vous voyez, l'inverse de 1 sur O1A, c'est O1A. Et c'est égal à l'inverse de tout ça qu'on peut faire avec la calculatrice tout simplement. Vous voyez? Moins 1 sur 0,4. Après, on met moins 1 et on trouve le résultat automatiquement. Donc ici, j'ai trouvé moins 0,41 cm à peu près. Donc sachez que le moins est obligatoire car O1A est négatif. Hein, il est négatif parce qu'il est à gauche de l'objectif et parce que c'est un objet réel aussi. Vous voyez, un objet réel, ben le OA est négatif. Donc obligatoirement, le moins, il faut le trouver. Et d'ailleurs, on voit que 1 divisé par 16,4, c'est un résultat qui va être plus petit que 1 divisé par 0,4. Et puisque là j'ai le moins, donc obligatoirement, on va trouver un moins ici. Donc voilà, j'ai trouvé en centimètres, on aurait pu prendre le résultat et calculer en mètres, mais ça revient à la même chose. Donc le moins, il est important. Et la valeur aussi, vous voyez la valeur, il faut qu'il soit juste à côté de F1. Vous voyez, regardez, là, je vais faire un schéma ici, vite fait, là. Vous voyez, vous avez l'objectif ici. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est O1. Ça, c'est F1. Et il faut qu'il soit juste à côté, mais une valeur plus grande que la distance focale en valeur absolue, vous voyez? Donc, s'il est sur F1, c'est faux. S'il est inférieur, ça veut dire qu'il est quelque part par là, c'est faux, parce que ça n'est pas un microscope. Donc, l'objet, il est toujours à côté de F1, à sa gauche à peu près, vous voyez? Donc, c'est la distance focale, c'est de 0,4, donc là, j'ai moins 0,4, donc moins 0,41, il est juste à côté, mais pas sur F1. Pas sur F1. Donc notez cette remarque, elle est très très importante. Si un jour vous trouvez une valeur qui est située entre F1 et 1, c'est complètement faux. S'il est sur F1, c'est faux. Il faut qu'il soit légèrement à gauche de F1. Donc voilà pour la question 3.2. Bien, pour calculer la taille de l'image intermédiaire A1B1, la question il est posée A1B1. Quelle est sa taille? Donc, d'abord, la formule de grandissement que vous avez appris en cours, c'est A'B', c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et ça, c'est égal aussi à OA' sur OA. Donc, vous voyez, ça, c'est le cas général, ça. Cas général. Maintenant, pour l'appliquer à notre problème, l'image, elle est notée A1B1, donc il va remplacer A'B'. Hein, donc gamma égale à A1B1 sur l'objet, il est toujours noté AB, ça va, est égal, le O pour l'objectif c'est O1, donc A' c'est A1, c'est comme ce que j'ai fait précédemment pour la loi de conjugaison des lentilles, sur O1, A. Bien, une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette grandeur-là. Donc,
A1, B1 égale AB fois O1, A1 sur O1, A. Donc faites très attention maintenant, faites très attention aux signes des valeurs. Donc regardez bien, je vais le mettre en rouge. Ben, une fois que vous écrivez cette relation, faites très attention aux signes des valeurs. Vous voyez? Regardez O1A, on a trouvé qu'il était inférieur à 0. O1A1, il est supérieur à 0. AB, il est supérieur à 0. Donc vous voyez que cette fraction, c'est-à-dire ce rapport, va être inférieur à 0. Et là, c'est toujours supérieur à 0, donc on doit trouver une valeur négative ici. Donc là, il faut faire très très attention à ça. Bien, application numérique maintenant, A1, B1. Donc, est égal à la taille AB, c'est 2 micromètres, donc 2, 10 moins 6 mètres, fois 16,4 fois 10 moins 2 sur moins 4,1 fois 10 moins 3, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, mais en mètres. Mais sachez que ce rapport-là, je peux l'exprimer par exemple en centimètres. Vous voyez, je peux mettre 2 fois 10 moins 6 fois 16,4 cm sur 0,41, attention, moins 0,41 cm. Vous voyez, j'obtiens le même résultat. Il faut que ce rapport soit à la même unité. À la même unité. Donc faites attention quand vous calculez un rapport comme ça dans une équation ou dans un exercice. Parfois, la conversion n'est pas obligatoire si vous avez les deux grandeurs exprimées à la même unité. Ça, c'est obligatoire, sinon c'est faux. Donc vous voyez que centimètre divisé par centimètre, ça se simplifie, donc on va trouver un résultat en mètres. Là, c'est mètre sur mètre, ça se simplifie, mais on trouve un résultat en mètres, puisque ça, c'est en mètres. Vous voyez? Donc, qui me donne A1, B1, finalement, égale à moins 8, 10 puissance moins 5 mètres. Donc, si on veut exprimer ça en micromètres, bon, ça va donner moins, vous voyez, 80 micromètres. Donc, remarquez bien le moins qui est là. Hein. Ce moins veut dire que l'image est renversée. Vous voyez, je l'avais déjà écrit avant. L'image est renversée. Vous voyez? Et elle est réelle aussi. Mais le moins qui est là justifie le fait que l'image est renversée. Donc voilà comment il faut faire le calcul et puis faire attention aux unités et puis à tout ce qui tourne autour de la question. Maintenant, on vous demande de vérifier que sur l'objectif, c'est marqué fois 40. Est-ce que c'est justifié? Ben, on va le voir. Donc, je rappelle la taille de AB. Donc, c'est 2 micromètres. Et puis la taille de A1, B1, on a trouvé 80 micromètres. Sachez que je peux garder les résultats en mètres. Bon, là, j'ai pris micromètres. Maintenant, quelle est la valeur absolue de gamma? Parce que si je calcule gamma sur la valeur absolue, elle va être négative. Et sur les objectifs des microscopes, vous ne trouvez pas multiplié par moins 40, multiplié par moins 10. Hein, vous trouvez une valeur positive. C'est parce que c'est la valeur absolue. Donc, on a dit c'est la valeur absolue de A1, B1 sur AB.
ce qui va me donner moins 80 sur 2, ce qui me donnera 40. Donc, fois 40 est justifié, vous voyez, par le calcul. Voilà pour cette question. Bon, maintenant, on vous demande de calculer alpha prime. Hein. Tout à l'heure, on a calculé alpha, donc je ne vais pas rappeler un petit peu la méthode. Sachez que alpha prime, tout simplement, c'est le diamètre apparent. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'angle sous lequel on observe l'objet AB à travers le microscope. C'est-à-dire entre l'œil et l'objet, maintenant, il y a le microscope. Donc on a alpha prime. Donc sachez que si vous regardez le schéma qu'on a fait précédemment, hein, tangente de alpha prime à peu près égale à alpha prime pour les raisons que j'ai expliquées pour alpha, et ça c'est égal à côté opposé c'est A1 B1 sur la distance focale, c'est-à-dire le côté adjacent, c'est F'2. Voilà. Donc il suffit de remplacer par les valeurs. Bon, on a A1 B1. On a trouvé égal à... là, je vais prendre en mètres. Donc, c'est 80 micromètres, si vous voulez. Donc, c'est 8, 10 moins 5 mètres. F'2, c'est 2,5 10 puissance moins 2 mètres. Moins 2 mètres. Et j'applique... Donc, application numérique. Bon, là, il n'y a aucune difficulté, hein, d'accord? A1, B1, donc c'est 8, 10 puissance moins 5, divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 2. Et ce calcul me donne 3, 10 puissance moins 3 radians. Sachez que le résultat, c'est en radians. Donc voilà la réponse à la question 3-4. Maintenant, la question 4.1. Le grossissement, il est rappelé dans le sujet comme étant alpha prime sur alpha. Donc sachez que alpha prime c'est radian, alpha c'est radian, et donc le grossissement est sans unité. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Nous avons trouvé que alpha prime c'est à peu près 3, 10 moins 3 radians. Le alpha, il a été calculé avant, donc c'est 8, 10 moins 6 radians. Donc si je fais l'application numérique pour calculer G, donc G c'est 3, 10 moins 3, divisé par 8, 10 moins 6. Je trouve à peu près 0,37 fois 10 puissance 3, ce qui donne à peu près 0,4 fois 10 puissance 3. Donc G, il est égal à 4 fois 10 puissance 2. C'est-à-dire 400. Voilà le grossissement qu'il faut trouver. Donc 4, 10 moins 2, c'est-à-dire que là, j'ai multiplié par 10 ici pour avoir 4. Et donc, ça reste 10 puissance 2 ici. Donc voilà la réponse à la question 4.1. Bien, pour la question 4.2, on vous donne aussi que le grossissement peut avoir la formule suivante, gamma 1 fois le grossissement de l'oculaire, vous voyez? Donc, gamma 1, c'est le grandissement de l'objectif. Hein, je vais... grandissement, à ne pas confondre avec grossissement, de l'objectif. Et puis,
G2, c'est grossissement de l'oculaire. Donc le grossissement, c'est le rapport de deux angles. Euh, euh, on a mélangé dans une boîte trois oculaires. Donc vous avez fois 4 fois 10 et fois 40. Et on vous demande quelle oculaire utiliser dans ce cas-là. Donc c'est très très simple. Hein. Sachez que G2 c'est égal à G divisé par gamma 1. En fait, c'est gamma de l'objectif. Hein. C'est marqué 1, c'est-à-dire la lentille L1. Parfois, dans certains exercices, vous trouvez objectif comme ça. Ben, il suffit de remplacer G par la valeur qu'on a trouvée. Hein. On a trouvé 400. Gamma, c'est 40, hein, d'après le texte. Ben, donc, le calcul est vite fait. Donc ça, c'est égal à 10. Donc, qu'il faut, qu'il faut prendre pour avoir ce grossissement-là de 400. Voilà, on arrive à la question 5.1 sur le cercle oculaire. Quelle est sa définition? Donc le cercle oculaire et l'image. Cercle oculaire, c'est l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire. C'est-à-dire que l'objectif sert d'objet et l'oculaire la lentille. Donc parfois, vous trouvez, c'est l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire, ou bien c'est l'image de l'objectif par l'oculaire. Bon, donc 5.2. Bien, donc je vais commencer par d'abord trouver l'image de J, c'est-à-dire de là jusque là. Donc, un rayon qui passe par le centre optique n'est jamais dévié, donc ça retenez-le, là on l'a fait précédemment aussi, hein, d'accord? Donc là, je prolonge un peu le rayon. Vous mettez toujours des flèches, une flèche après la lentille et avant, parce que la lumière a un sens, donc il faut représenter ce sens-là. Maintenant, pour le rayon parallèle, soit vous prenez la longueur ici, vous voyez, c'est à peu près 7,4 à peu près. Voilà. Ah, vous prenez la règle et vous prenez cette distance-là, à peu près égale ici. Hein. Donc, bon, là, je vais vous montrer le principe. Après, avec les outils, on peut faire quelque chose de... Le rayon qui est parallèle, il va sortir de la lentille en passant par f'2. Donc voilà, ici, là, j'ai G'. Bon, maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc voilà le rayon qui passe par O2 et après le rayon qui est parallèle.
et qui passe par f'2. Donc ici, j'ai K'. Donc, si vous voulez, le cercle oculaire, c'est cette partie-là. Donc, ça correspond à l'image de l'objectif du microscope. Vous voyez, l'objectif, hein, il est là, il est circulaire. Et après, on trouve le cercle oculaire de l'autre côté. Voilà comment on représente, comment on trace le schéma pour montrer le cercle oculaire. Donc ici, G', K', hein, c'est le cercle oculaire. Donc quel est son intérêt maintenant dans le microscope, hein, c'est pas posé dans l'exercice. En fait, le cercle oculaire, donc vous voyez que au-delà, hein, les rayons divergent et la lumière elle est répartie sur une grande surface. Donc si on met l'œil ici par exemple, à ce niveau-là, on va avoir moins de lumière que si on met l'œil ici ou là. Mais sachez que la meilleure position pour mettre l'œil, c'est au niveau du cercle oculaire, là, ici. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le maximum de lumière. Maximum de lumière pour observer un objet. Donc ça, c'est important. Parfois, on vous demande ça. Hein, ça n'est pas demandé ici, mais je vous donne la réponse aussi à ça et l'intérêt du cercle oculaire. Vous voyez? Donc voilà pour l'exercice. Hein, bon courage pour la suite et à la prochaine.